Xavier Titelman est avec nous, bonsoir. Analyste très écouté sur la guerre en Ukraine où vous vous rendez régulièrement. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également spécialiste aéronautique Air et Cosmos. On va commencer par ces images qui montrent une très importante frappe ukrainienne sur un camp d'entraînement russe. Nous sommes à Louhansk, région ukrainienne annexée par la Russie. Le bilan pourrait être de 100 morts. Les médias, en tout cas, qui relaient l'information, évoquent, et ça c'est très important également, une frappe avec un missile ATACMS. Alors vous êtes très bien renseigné en général, Xavier Titelman. Avez-vous des informations, des confirmations concernant cette frappe? Le bilan est lourd, mais encore une fois, le missile utilisé potentiellement ATACMS, c'est crucial dans nos discussions. L'emplacement a déjà été localisé, c'est-à-dire qu'on sait exactement où ça se trouve. On est dans un village dans la région de Louhansk, on est effectivement à plusieurs dizaines de kilomètres derrière le front, et la simple analyse des images, on n'est pas sur une explosion massive avec des dizaines de kilos d'explosifs. On est avec ce qu'on appelle des sous-munitions qui vont couvrir une très large zone, et ça confirme qu'on est sur la version de l'ATACMS qui a 165 km de portée et qui a déjà été utilisée par les Ukrainiens déjà l'année dernière, mais ils n'avaient plus de munitions. Donc là, c'est pas la version longue portée, mais c'est celle qui permet de couvrir des très larges zones, par exemple un aéroport ou un camp d'entraînement comme ici. Et l'analyse des images derrière permet déjà d'identifier plus de 110 corps au sol, parce que, deuxième élément intéressant, il y a un drone qui est là, qui est en train de filmer, et il n'y a pas de guerre électronique. La Russie n'a pas une guerre électronique et est capable d'empêcher ce drone de voler. Ça, c'est aussi un élément structurant. Et ce sont les images qu'on voit là qui sont filmées par le drone dont vous nous parlez. Tout à fait. Par ailleurs, une vague de missiles ATACMS, semble-t-il, a bien touché la Crimée en ce début de semaine. C'est ce que disent les Russes. En tout cas, il y a des alertes et des explosions aériennes qui ont été rapportées près de Djankoï, Sébastopol, Eupatoria. Les Ukrainiens, semble-t-il, depuis les annonces américaines, semblent utiliser chaque jour ou presque ces ATACMS. Est-ce que c'est la preuve qu'ils s'en servent déjà de façon massive et qu'ils sont en train, d'ores et déjà, de jouer un rôle majeur? Alors, sur le front sud, c'est vrai que c'est peut-être l'endroit où je les entendais le moins, parce que dans un premier temps, j'aurais eu tendance à penser que les Ukrainiens les utiliseraient pour éteindre le feu. Ces pressions, ces vagues d'offensives qui arrivent les unes derrière les autres, qui sont très difficiles à arrêter, il est logique d'aller tuer des centaines d'hommes dans les camps d'entraînement, là où les Russes vont attaquer. Sur la Crimée, c'est peut-être une vision plus stratégique, à plus long terme, cette capacité qu'ils ont à taper sur la défense aérienne, à empêcher l'organisation, à empêcher le flux logistique qui arrive par le sud, mais qui n'est pas encore le front le plus important pour l'instant. Mais dans tous les cas, oui, maintenant qu'ils les ont, ils s'en servent. Tout le monde regarde du côté du pont de Crimée, évidemment, puisqu'à partir du moment où on confirme qu'ils les ont, il y a quelques petits endroits dans lesquels ils seraient à moins de 300 km de portée pour pouvoir les tirer. Je suppose que les Russes observent particulièrement ces petites zones-là, mais certainement que ça finira par venir. Je vous soumets une idée du général Yakovlev depuis plusieurs jours qui dit que l'Ukraine aurait vraiment envie d'envoyer ce message-là, le pont de Kerch touché par un ATACMS avant le 9 mai, c'est-à-dire vraiment dans quelques jours maintenant, demain quasiment. Vous y croyez? Le défi de la victoire, ce serait logiquement un signe très important, et on peut les attendre, mais ils ont l'habitude de nous étonner. Donc il y a aussi une autre vision. Quand on a fait préparer le 6 juin 1944, on n'a pas fait sauter les ponts en 1942. La résistance a fait sauter les ponts la veille. Est-ce qu'il serait, pour désorganiser, est-ce qu'il serait plus pertinent d'attendre le moment où il y aura des grandes contre-offensives, des besoins plus importants pour faire sauter ce pont, pour le désorganiser au moment où il est le plus important? C'est une autre option. Les ATACMS arrivent et ils font mal, donc ça, on vient d'en parler. Mais le nouveau coup de pression de Washington porte sur les systèmes Patriot, les armes de défense antiaérienne. Selon Volodymyr Zelensky, il en manque 25 pour protéger complètement le pays. Selon Kouleba, c'est 7 Patriot qui permettrait de sécuriser à minima 7 grandes villes. Alors il y a plusieurs pays qui disposent de ces systèmes, l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède. Sans ces patriotes, pour bien comprendre, impossible de protéger vraiment l'ensemble du territoire. C'est le seul système efficace pour gérer une telle situation? C'est pas le seul, mais c'est le seul qui existe en masse et qui est disponible en grande quantité. Vous avez par exemple le franco-italien, le Samte, le Mamba, qui est très efficace, qui a montré son efficacité, qui est peut-être même supérieur aux Patriotes sur certains points, mais on n'en a pas des quantités qui sont aussi importantes. Par contre, le Patriot, effectivement, il est disponible dans énormément de pays, du Japon à Israël, qui vont aussi s'en débarrasser, qui n'a pas été évoqué. Donc il y a beaucoup de pays, soit qui ne s'en servent pas autant que ce qu'ils pourraient, soit, en tout cas, qui pourraient s'en débarrasser. Pourquoi est-ce que je dis ça? Un pays comme la France, on en a peut-être beaucoup sur le papier, mais nous, on est sur le terrain, on est en Jordanie, on est au Liban, on est déployé en Afrique, et on a la coupe, évidemment les Jeux Olympiques qui arrivent, donc on se sert de la totalité de nos moyens. La Grèce, certes, elle est confrontée éventuellement à des tensions avec la Turquie, mais elle pourrait plus facilement se débarrasser de certains de ces systèmes. Et la seule option pour la France, ce serait éventuellement que le système qui est positionné par exemple en Roumanie, qui protège nos troupes déployées aux frontières de l'Ukraine, puisse être transmis à l'Ukraine, et qu'un autre pays de l'OTAN assure la protection de nos forces sur place. La France pourrait aussi produire davantage de missiles, notamment
les missiles Aster, qui sont des missiles très efficaces. On le voit notamment en mer Rouge, on en reparlera dans quelques instants. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, il demande aux industriels de l'armement d'accorder la priorité à la fabrication de ces missiles antiaériens et antibalistiques Aster. Alors expliquez-nous exactement de quoi s'agit-il. Est-ce que cette démarche, elle est importante et elle peut jouer un rôle? Alors, on a parlé du SAMP-T à l'instant. Le SAMP-T tire les missiles Aster, c'est-à-dire que c'est un système d'armes complet. Et oui, c'est du consommable. Il y a deux versions du missile Aster. Le Aster 15 qui va à quelques dizaines de kilomètres et l'Aster 30 qu'on vient de voir à l'instant qui est plutôt autour de 120 kilomètres. Peut-être que je suis approximatif sur les montants, sur les distances. Mais ils ont une capacité d'intercepter à peu près tout ce qui va arriver, y compris les missiles balistiques, c'est-à-dire les fameux missiles que l'Iran, par exemple, a essayé de tirer sur Israël. Et qui vont avoir c'est beaucoup plus difficile à intercepter un missile balistique. Un missile de croisière qui vole comme un petit peu un avion de chasse, on peut l'intercepter parfois à des centaines de kilomètres. C'est pas très difficile, mais il y a une technologie qui est beaucoup plus complexe pour intercepter des missiles qui sortent de l'atmosphère et qui redescendent parfois à Mach 4, Mach 5. Où envoyer cette aide en priorité, ces Aster, ces Patriotes? À Kharkiv peut-être, où la terreur se poursuit. Juste pour nos téléspectateurs, la Russie a encore attaqué aujourd'hui le village de Solochiv. Ça, c'est dans la région. 2 personnes sont mortes. Il y a bien sûr des blessés. Des bâtiments résidentiels ont été endommagés. On n'oublie pas cette information dont on vous parle depuis 2 jours maintenant. 20 000 soldats russes seraient postés au nord de Kharkiv, selon le gouverneur de la région. Kharkiv, que vous connaissez bien. Vous y êtes rendu. Doit se préparer une offensive majeure des Russes? Non, j'y crois pas. Par contre, ça impose aux Ukrainiens de déplacer eux aussi 10 000, 15 000, 20 000 hommes dans cette zone pour libérer un autre front. C'est-à-dire que c'est ça la tactique russe, essayer d'imposer aux Ukrainiens de se répartir, mais les Ukrainiens font la même chose. Quand les Ukrainiens attaquent et rentrent sur le territoire russe à Belgorod, évidemment, c'est pour imposer aux Russes d'aller un petit peu partout. Mais vous savez, la méthode de bombarder les civils, ça impose aussi aux Ukrainiens de faire reculer du front leur système de défense aérien. C'est pour ça qu'on a autant de bombes planantes qui sont larguées par les avions de chasse russes aujourd'hui. C'est parce que les Ukrainiens, pour protéger leur ville, ont essayé de retirer leur défense aérienne pour les mettre sur les arrières, sur leur population civile. Donc il y a vraiment cette guerre, et c'est pour ça qu'on revient à cette nécessité. Kharkiv doit être protégé. Aujourd'hui, il faut réussir à trouver des systèmes de défense aérien et des munitions pour pouvoir utiliser ceux qui sont déjà présents sur le terrain. Parce que si les Russes continuent à détruire les bunkers, les lignes de protection, etc., évidemment, plus ce temps passera, plus les Ukrainiens devront mettre des hommes à la place des protections qui sont présentes sur le terrain. Pourtant, vous nous dites que Kharkiv, en réalité, n'est pas menacé par une offensive de grande ampleur. C'est un peu une opération de l'heure que les Russes sont en train de mener. Et si c'est l'analyse que vous faites, on imagine que les Ukrainiens font cette analyse également. Comment est-ce qu'ils répartissent les masses en fonction de tout ça? Mais s'il y a 20 000 Russes, ils sont bien obligés de mettre 20 000 Ukrainiens en face, avec les armes, avec des munitions, avec des canons, qui ne sont pas utiles sur les autres points du front. Donc la Russie a une masse de manœuvre qui est très importante, parce qu'ils mobilisent 1 millier de personnes par jour. Les Ukrainiens, État démocratique, il a fallu 6 mois avant de se poser la question de comment est-ce qu'ils allaient améliorer leur mobilisation, et donc ils mobilisent beaucoup moins de monde. La Russie se permet de perdre quasiment 900 personnes par jour, d'après les chiffres qui nous remontent en OSINT, mais également par les services britanniques. Les Ukrainiens sont beaucoup plus parcimonieux, ils font attention à leurs troupes, et donc ils en ont moins. Donc quand les Russes mettent 20 000 hommes à un endroit, si les Ukrainiens doivent en mettre 20 000 également, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Justement, on continue de parler de ça, parce que Kharkiv est durement touché, mais Odessa également, dans le même temps. À Odessa, le bilan des bombardements de ces derniers jours s'élève maintenant à 9 morts. Un bombardement lundi, et dans la nuit de mardi à mercredi, de nouveaux tirs de missiles balistiques ont aussi fait 3 morts. On le sait, le port d'Odessa, il est vital pour les exportations ukrainiennes via la mer Noire. Mais on vous soumet donc cette autre hypothèse qui va dans votre sens en réalité. Quand on voit la carte, 550 km de distance entre Kharkiv et Odessa si on prend une ligne droite. Est-ce qu'il n'y a pas surtout là une volonté des Russes justement d'essayer de disperser le plus possible les efforts ukrainiens qui sont très tendus en ce moment? Bien sûr. Alors, il faut être clair, les missiles balistiques qui tombent sur Odessa sont tirés plutôt depuis la Crimée ou alors par les navires qui sont dans la mer Noire, même s'ils ont dû reculer. Il y a une certitude, ils veulent tirer partout pour imposer aux Ukrainiens de diviser leurs forces, de les mettre un petit peu à chaque endroit. Et quand on voit, ils attaquent tout ce qui est non stratégique. S'ils se contentaient de viser les bases aériennes, par exemple, ce qui serait une cible légitime militairement, s'ils se contentaient d'attaquer des points logistiques, des ponts importants de ravitaillement avec le matériel américain qui est en train d'arriver, là, les Ukrainiens
pourraient protéger ces points parce qu'ils auraient suffisamment de défense. Mais quand vous attaquez les centrales électriques, quand vous attaquez à Odessa, c'était quand même juste un château. Ils ont visé le château de Harry Potter, c'est comme ça qu'il était surnommé sur place. Très joli accessoirement, il a été détruit, il a été rasé. Ce n'est pas une cible. Donc il est logique qu'elle ne soit pas protégée. Donc il est impérieux. Les Ukrainiens n'ont pas le choix, ils sont obligés de mettre leur défense aérienne un peu n'importe où, puisque les Russes peuvent tirer un petit peu n'importe où. C'est ce qu'on appelle du terrorisme. Alors on a parlé tout à l'heure de l'attaque ukrainienne, vraisemblablement avec des ATACMS à côté de Louhansk. Là, on ne parle pas d'ATACMS, mais pourtant il y a une autre frappe ukrainienne en Russie qui a frappé une raffinerie dans la région de Ryazan. Sur des images diffusées par des chaînes Telegram russes, on aperçoit des flammes. Alors on est à près de 500 km de la frontière, on est à 200 km au sud-est de Moscou. Et Xavier Titelman, l'Ukraine régulièrement mène des attaques ou des sabotages contre des usines, des voies ferrées, des raffineries. C'est assez rare de voir qu'une frappe touche des infrastructures, mais aussi loin de la frontière. Expliquez-nous comment ils le font. Est-ce que c'est grâce à des partisans sur place ou grâce à des drones de fabrication locale qu'ils arrivent à envoyer là-bas ? Macha. Alors là, sur cette situation, on est vraiment sur des missiles de croisière, un petit peu l'équivalent de ce que les Russes utilisent avec les Shahed. Les Ukrainiens ont développé la même chose. On se souvient des drones Beaver, ça fait quand même plus d'1 an et demi qu'avec leur propre matériel développé localement, ils tirent jusque sur le Kremlin. Vous vous souvenez de ces images qui étaient incroyables tout au début, on n'y croyait pas réellement. Et ils continuent. Et ils développent des systèmes de plus en plus élaborés. Ils ont tapé jusqu'à 1200 km de profondeur avec un simple ULM transformé. Et qui sont envoyés d'Ukraine, ça on en est sûr ? Ils sont tirés d'Ukraine. Ils ne peuvent pas faire décoller un ULM avec tous les armements qui sont à bord sans que ça se fasse remarquer du territoire russe. Ils sont obligés de le faire partir de beaucoup plus loin. Et on a de toute façon des interceptions. C'est-à-dire que certains de ces missiles sont interceptés quand ils vont passer la frontière. Il y en a une partie qui est abattue évidemment puisque c'est des simples ULM. Mais les ULM arrivent à voler plus de 1000 km sur le territoire russe en situation de guerre malgré le brouillage GPS et en arrivant malgré tout à taper sur des usines d'une manière très efficace. Alors, l'attaque de cette raffinerie, elle a lieu sur fond de tension, on le sait déjà, sur ce sujet avec Washington, qui a critiqué ces derniers mois très ouvertement les frappes de Kiev sur ces installations énergétiques situées sur le sol russe. Elle a même demandé à l'Ukraine d'y mettre fin. L'Ukraine a raison de tenir tête aux États-Unis sur ce sujet particulièrement. Bien sûr. Les États-Unis sont sur une question de politique intérieure. Le président veut être réélu, il ne veut pas qu'il y ait d'inflation, il ne veut pas que le prix du pétrole augmente trop rapidement. Mais il y a un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Si les Ukrainiens veulent assécher le porte-monnaie russe, il faut absolument qu'ils continuent à taper sur les centres névralgiques qui sont nécessaires. On sait que d'ici 2 ans, le fonds souverain russe doit être vide, à la vitesse à laquelle il se vide actuellement. Donc à chaque fois que les Russes perdent quelques milliards parce qu'ils ont une raffinerie en moins, ça accélère la fin de cette guerre et leur incapacité à financer leur effort militaire. Ce que vous dites, c'est que ce ne sont pas des frappes un peu... c'est pas des piqûres de moustiques, quoi. Ce sont des frappes qui ont des impacts vraiment important. Ils ont baissé de mémoire de 13% la capacité de production de pétrole par les Russes. Il y a des pénuries. La Russie a interdit l'exportation de diesel, si je ne dis pas de bêtises, ce qui implique réellement qu'ils sont aujourd'hui sur le prix augmente à la pompe. Le prix augmente, il y a des pénuries dans certaines régions. Donc oui, ça a un effet opérationnel, militaire, ça pèse sur la population russe, mais ça pèse sur les finances. Donc ça fait aussi entrer une fois de plus la guerre sur le sol russe et dans la vie des Russes, et c'est aussi certainement l'objectif dans le fond des Ukrainiens. La Russie accusée de brouiller également les signaux GPS des avions civils en mer Baltique. La plus grande compagnie aérienne finlandaise a commencé à annuler des vols en raison du brouillage du système GPS donc par le Kremlin. Finnair a même dû dérouter 2 de ses vols la semaine dernière en raison d'interférences, empêchant l'approche de l'aéroport de Tartu en Estonie. Mi-janvier, les médias polonais déjà avaient rapporté des perturbations de ce type sans précédent. C'était déjà l'expression qui était utilisée. La Russie avait mentionné la tenue d'exercices du côté de Kaliningrad. Des exercices ? Est-ce que c'est franchement crédible ou nous sommes à 100% dans la fameuse guerre hybride menée par le Kremlin et cette fois-ci depuis Kaliningrad ? C'est ouvertement une guerre hybride pour nous empêcher d'avoir un fonctionnement normal dans nos sociétés. C'est très clair. Il y a une légitimité d'utiliser du brouillage GPS, par exemple, pour lutter contre les fameux drones ou les ULM modifiés par les Ukrainiens. Dans ce cadre-là, l'avion va plus ou moins se perdre, il va plus savoir où il est, il faut qu'il repose sur des systèmes beaucoup plus complexes, des centrales à inertie. Là, c'est pertinent. Ce serait pertinent, ça veut dire sur la frontière avec l'Ukraine. Mais personne ne croit qu'il va y avoir un drone ukrainien qui va arriver par la mer Baltique. Donc s'ils le font à cet endroit-là, c'est évidemment pour nous gêner. Alors la situation, ça veut dire qu'un avion, quand il n'a plus sa position qui lui est fournie par son GPS, il a des centrales à inertie, mais il va éventuellement dériver de quelques kilomètres toutes les dizaines de minutes par exemple. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus être sur un espace aérien qui est aussi précis que d'habitude.
Ça veut dire que vous avez moins d'avions qui peuvent voler en même temps pour éviter des collisions. Donc, logiquement, il y a des annulations. Et puis, quand vous avez une approche dans le brouillard sur un aéroport qui va être compliquée, vous pouvez avoir des systèmes de guidage au sol, mais si vous n'en avez pas, vous êtes obligé de faire demi-tour. C'est certainement pour ça que des avions ont dû se reposer au point de départ. Alors, vous parlez de risque de collision. À quel point ça rend la situation dangereuse? Parce que les ministres des Affaires étrangères des Pays-Baltes, ils ont dit que ces brouillages GPS, ils augmentent les risques d'accidents aériens. Dans quelle proportion? Alors, c'est pour ça qu'on prend des mesures. Le secteur aérien va s'adapter, c'est-à-dire qu'il va faire voler moins d'avions dans une zone. Au lieu d'avoir un espacement qui va être de 1000 pieds, peut-être qu'on va mettre des espacements qui sont de 2000 pieds pour toujours avoir la garantie de sécurité aérienne totale. Mais néanmoins, ça va coûter plus cher, ça va être plus difficile de s'organiser parce qu'au lieu d'utiliser le GPS, on va devoir utiliser les balises qui sont au sol, qui s'appellent des VOR. Donc on ne peut pas faire de vol en ligne droite entre deux aéroports. Il va falloir passer par ces balises qui sont au sol. Ça désorganise réellement le trafic aérien. Aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'il y a un risque, par contre, à prendre l'avion, puisqu'on sait s'adapter. Alors, sans vouloir dramatiser encore une fois, mais bon, on se pose la question, on vous la soumet. En mars 2024, un avion qui transportait Grande Chaps, pour rappel, c'est quand même le secrétaire britannique à la Défense, a été touché par une panne de son système GPS au-dessus de Kaliningrad. Est-ce qu'ils peuvent cibler les Russes pour essayer justement de viser, déstabiliser un vol en particulier, là notamment un très haut diplomate européen? On ne sait toujours pas si c'était une attaque dédiée spécifique sur cet appareil ou si c'était pas de chance, le brouillage GPS était particulièrement fort ce jour-là. La réalité, c'est que cet avion était effectivement perdu, c'est-à-dire qu'il n'avait plus la position exacte. Normalement, les avions sont hybridés. C'est-à-dire j'étais dans les avions de patrouille maritime, donc j'hybridais les centrales à inertie avec le GPS, donc c'est quelque chose que je maîtrise. Et mieux que les gens qui nous regardent, parce que l'hybridation des centrales volées, j'ai déjà oublié. C'est-à-dire qu'on va mélanger l'information qui vient du cœur de notre centrale à inertie, qui essaye de garder la position, mais avec un système qui tourne très très vite et qu'on essaye qui garde du coup un axe, et on va le mélanger avec l'information qui nous vient du GPS. Notre centrale à inertie, c'est quand même une technologie qui est un peu ancienne et qui peut se décaler petit à petit. Si jamais on a un système qui n'est pas fait pour être capable de voler sans GPS, ou alors qui va trop prendre en compte le GPS, qui est censé être plus fiable que les centrales à inertie, effectivement, le système peut rendre la main et dire désolé, aujourd'hui je suis perdu. Et je ne connais pas exactement sur quel avion il volait à l'époque, mais peut-être que c'était un système qui ne prenait pas en compte le risque de guerre de navigation. Alors les chiffres donnent quand même le vertige, parce que le Financial Times nous dit qu'il y a des dizaines de milliers de vols qui ont été perturbés au cours des derniers mois en raison de ce type d'interférence. On n'a jamais vu ça. Non, c'est effectivement une nouveauté. Mais le pire, c'est que les Russes ne le font pas qu'à cet endroit-là. Ils donnent ces systèmes également à leur proxy, au décollage de Syrie, pour tous les avions qui vont aller vers les Émirats, etc. Donc c'est une situation dans laquelle ils essayent, encore une fois, d'impacter nos organisations. Ils essayent de nous coûter de l'argent, ils essayent d'empêcher le trafic aérien classique. Malheureusement, tant qu'on restera faible face à ces menaces, face à ces attaques qui sont des attaques ouvertes, directes contre nous, ils vont continuer et ils iront toujours plus loin. Donc ça va s'étendre. Si on ne répond pas ouvertement, très clairement, en mettant des pénalités très fortes sur des sanctions, sur d'autres secteurs, encore une fois, en leur disant ça, vous arrêtez tout de suite, évidemment, ils vont continuer. Alors on va rester dans le ciel, mais beaucoup, beaucoup plus haut. Les États-Unis ont testé une nouvelle arme spatiale. L'US Space Force a testé et je ne prends pas l'accent, Remote Modular Terminal. Voilà, conçu pour la guerre électronique antispatiale. Qu'est-ce que, pour commencer, la guerre électronique antispatiale? Une telle arme, elle peut brouiller des satellites ennemis dans l'espace avec des signaux. Expliquez-nous peut-être. Alors, il y a différents types de systèmes qui permettent d'empêcher un satellite de fonctionner. Vous pouvez par exemple l'éblouir. Vous avez des systèmes de laser très puissants qui permettent d'empêcher les capteurs de fonctionner. Vous pouvez l'empêcher de communiquer. Par exemple, s'il va y avoir des échanges qui vont se faire de la même manière qu'on peut brouiller le GPS, on peut émettre sur la même fréquence que les signaux de communication du satellite pour qu'il arrête de fonctionner. Et vous avez également des satellites qui utilisent des imageries radar, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une imagerie visuelle, c'est une image qui revient avec un radar. Et alors là, vous pouvez aussi envoyer des éléments de guerre électronique pour l'empêcher de fonctionner. Ils n'ont pas été très précis, donc je vous donne toutes les options. Et la dernière, c'est qu'on soit sur des satellites qui eux-mêmes détectent les éléments de guerre électronique, c'est-à-dire qu'ils vont détecter les radars qui sont en fonctionnement au sol. Et puis si on rajoute des faux radars à droite à gauche, on va l'induire en erreur, on va lui donner des fausses informations. Ça existe déjà, ce genre d'appareil? Est-ce qu'il y a d'autres pays, à part les États-Unis, qui sont sur l'affaire? Il y a la Russie qui est capable d'éblouir. On a des systèmes de communication qui ont déjà été brouillés en termes de chiffrage en vol. Mais à ma connaissance, on est quand même sur un système qui est spécifique. S'ils l'annoncent, c'est qu'ils sont déjà bien avancés dans leur développement. Et j'ai pas mémoire d'avoir vu des systèmes équivalents. Et la France, elle travaille à ce genre de projet? On est sur le coup? On a des systèmes de détection qui sont très efficaces. Je réfléchis à ce que j'ai le droit de vous dire, mais à ma connaissance, bien le droit de vous dire. Mais à ma connaissance, mais lâchez-vous, voyons. On n'a pas de système offensif pour empêcher un satellite de fonctionner. Et au niveau européen?
Non, si la France ne l'a pas, personne ne l'a. C'est le champ de clair, au bataille. niveau européen. C'est le champ de bataille de demain et d'après-demain, l'espace, sur toutes les questions qu'on évoque là. On a pour la première fois des batailles spatiales avec Israël. En octobre dernier et le mois dernier, quand l'Iran a bombardé, pour la première fois, on a eu des interceptions de missiles dans l'espace. C'était la première. Donc la guerre des étoiles, la guerre de l'espace a commencé en Israël. Elle continue avec ce type de choses. C'est passé un peu inaperçu, ça. Oui, mais faut lire Air et Cosmos, c'est pour ça. Faut lire Air et Cosmos, c'est bien placé, vous avez raison.